Près de l'horizon, le feu du soleil couvait, obscur, et presque masqué par les brouillards et les vapeurs informes, mais qui donnaient une impression de masse et de densité intangible et sans contour. L'homme sortit sa montre en portant tout son poids sur une jambe. Il était 4 heures. Et comme on se trouvait aux environs des derniers jours de juillet ou du 1er août, il ignorait la date précise à une semaine près, il savait que le soleil devait marquer approximativement le nord-ouest. Il regarda vers le sud. Il savait que quelque part derrière ces hauteurs mornes, il y avait le lac du Grand Ours. Il savait aussi que dans cette direction, le redoutable cercle arctique coupait son chemin au travers des déserts canadiens. Le courant dans lequel il était alimentait la rivière Coppermine, qui, à son tour, coulait vers le nord et se vidait dans le golfe du Couronnement et dans l'océan Arctique. Jamais il n'y était allé, mais un jour il avait étudié cette région sur une carte de la Compagnie de la baie d'Hudson. Son regard compléta le cercle autour de lui. Ce n'était pas un spectacle réjouissant. Partout, la ligne douce de l'horizon, les collines toutes basses. Il n'y avait ni arbres, ni buissons, ni herbes, rien qu'une désolation terrible à cause de son immensité. Cette vue mit promptement la frayeur dans ses yeux. « Bill !» murmura-t-il une fois. Puis une fois encore. « Bill !» Toujours debout dans l'eau laiteuse, il se sentit tout petit comme si l'immensité pesait sur lui avec une force écrasante et le broyait brutalement de son calme terrifiant. Il commença à trembler comme dans un accès de fièvre, si bien que sa carabine tomba de sa main en l'éclaboussant. Cet incident le ramena à lui-même. Il lutta contre sa peur, se ressaisit et, tâtonnant dans l'eau, retrouva son arme. Il reporta le poids de son fardeau sur l'épaule gauche afin d'alléger en partie la cheville démise. Puis il s'avança doucement et prudemment vers la berge, tout en grimaçant de douleur. Il ne s'arrêta pas. Avec un désespoir proche de la folie, sans prendre garde à la douleur, il se hâta de remonter la pente de la colline derrière laquelle son camarade avait disparu. Mais à la crête, il découvrit une vallée peu profonde et sans vie. De nouveau, il lutta contre sa frayeur, la surmonta, fit peser sa charge plus encore sur l'épaule gauche et, clopin-clopant, descendit la pente. Le fond de la vallée était saturé d'eau que la mousse épaisse retenait à la surface comme une éponge. À chaque pas, l'eau giclait de dessous ses semelles et chaque fois qu'il levait un pied, le mouvement se terminait par un bruit de succion comme si la mousse lâchait prise à regret. Il fit son chemin pas à pas et suivit les traces de l'autre homme en empruntant les petits bancs de rochers qui sortaient comme autant d'îles de cette mer de mousse. Il était seul mais pas égaré. Il savait que, plus loin, il arriverait dans la zone où les pins et les sapins morts, minuscules et rabougris, bordaient la rive d'un petit lac. C'était le Titchinichili dans la langue du pays, la contrée des petits bâtons. Et dans ce lac coulait une petite rivière qui n'était pas laiteuse. On y trouvait des roseaux, cela il se le rappelait bien, mais pas de bois. Il la suivrait jusqu'au point où le premier filet d'eau sort de la colline. Il traverserait cette colline et atteindrait la source d'une autre rivière qui s'en va vers l'ouest et qui longerait jusqu'à son confluent avec le fleuve Dease. Là, il trouverait une cache sous un canot renversé et couvert d'un amas de pierres. Dans cette cache, il y aurait des munitions pour sa carabine vide, des hameçons et des lignes, un petit filet, tout ce qui est nécessaire pour tuer et attraper la nourriture. Il trouverait aussi de la farine, pas beaucoup, un morceau de lard et des haricots. Bill l'attendrait là-bas, et il descendrait à la pagaie, la Dease vers le sud jusqu'au lac du Grand.